Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Le disciple. À un jeune homme. C'est à toi que je veux dédier ce livre, jeune homme de mon pays. À toi que je connais si bien, quoique je ne sache de toi ni ta ville natale, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune, ni tes ambitions, rien. Sinon que tu as plus de 18 ans et moins de 25 ans, et que tu vas cherchant dans nos volumes, à nous, tes aînés, des réponses aux questions qui te tourmentent. Et les réponses ainsi rencontrées dans ces volumes dépendent un peu de ta vie morale, un peu de ton âme. Et ta vie morale, c'est la vie morale de la France même. Ton âme, c'est son âme. Dans 20 ans d'ici, toi et tes frères, vous aurez en main la fortune de cette vieille patrie, notre mère commune. Vous serez cette patrie elle-même. Qu'auras-tu recueilli ? Qu'aurez-vous recueilli dans nos ouvrages ? Pensant à cela, il n'est pas d'honnête homme de lettres, si chétif soit-il, qui ne doivent trembler de responsabilité. Tu trouveras dans Le Disciple l'étude d'une de ces responsabilités-là. Puisses-tu y acquérir une preuve que l'ami qui t'écrit ces lignes possède, à défaut d'autres mérites, celui de croire profondément au sérieux de son art. Puisses-tu trouver dans ces lignes même la preuve qu'il pense à toi anxieusement. Oui, il pense à toi, et cela depuis bien longtemps, depuis les jours où tu commençais d'apprendre à lire, alors que nous autres, qui marchons aujourd'hui vers notre 40e année, nous griffonnions nos premiers vers et notre première page de prose au bruit du canon qui grondait sur Paris. Dans nos chambrées d'écoliers, on n'était pas gais à cette époque. Les plus âgés d'entre nous venaient de partir pour la guerre, et nous qui devions rester au collège, du fond de nos classes à demi désertes, nous sentions peser sur nous le grand devoir du relèvement de la patrie. Nous t'évoquions souvent alors dans cette fatale année 1871, jeunes Français de maintenant, nous tous qui voulions vouer nos efforts aux lettres. Mes amis et moi nous répétions les beaux vers de Théodore de Banville. Vous en qui je salue une nouvelle aurore, vous tous qui m'aimerez, jeunes hommes des temps qui ne sont pas encore, ô bataillon sacré. Cette aurore de demain, nous la voulions aussi rayonnante que notre aurore à nous était mélancolique et embrumée d'une vapeur de sang. Nous souhaitions mériter d'être aimés par vous, nos cadets, nés de la veille, en vous laissant de quoi valoir mieux que nous ne valions nous-mêmes. Nous nous disions que notre œuvre à nous était de vous refaire à vous une France nouvelle, par notre action privée et publique, par nos actes, et par nos paroles, par notre ferveur et par notre exemple, une France rachetée de la défaite, une France reconstruite dans sa vie extérieure et dans sa vie intérieure. Tout jeunes que nous fussions alors, nous savions pour l'avoir appris dans nos maîtres, et ce fut leur meilleur enseignement, que les triomphes et les défaites du dehors traduisent les qualités et les insuffisances du dedans. Nous savions que la résurrection de l'Allemagne, au début du siècle, a été avant tout une œuvre d'âme, et nous nous rendions compte que l'âme française était bien la grande blessée de 1870, celle qu'il fallait aider, penser, guérir. Nous n'étions pas les seuls dans la généreuse naïveté de notre adolescence à comprendre que la crise morale était la grande crise de ce pays-ci, puisqu'en 1873, le plus vaillant de nos chefs de file, Alexandre Dumas, disait dans la préface de La femme de Claude, s'adressant aux Français de son âge comme je m'adresse à toi, mon frère plus jeune, « Prends garde, tu traverses des temps difficiles. Tu viens de payer cher. Elles ne sont même pas encore toutes payées, tes fautes d'autrefois. Il ne s'agit plus d'être spirituel, léger, libertin, railleur, sceptique et folâtre. En voilà assez pour quelque temps au moins. Dieu, la nature, le travail, le mariage, l'amour, l'enfant, tout cela est sérieux, très sérieux, et se dresse devant toi. Il faut que tout cela vive ou que tu meurs. De cette génération dont je suis et que je soulevais ce noble espoir de refaire la France, je ne peux pas dire qu'elle est réussie.
ni même qu'elle ait été assez uniquement préoccupée de son œuvre. Ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup travaillé, oui, beaucoup, sans trop de méthode, hélas, mais avec une application continue et qui me touche quand je songe un peu qu'ont fait pour elle les hommes au pouvoir, combien nous avons tous été abandonnés à nous-mêmes, l'indifférence où nous ont tenus les malheureux qui dirigeaient les affaires et à qui jamais l'idée n'est venue de nous encourager, de nous appuyer, de nous diriger. Ah, la brave classe moyenne, la solide et vaillante bourgeoisie que possède encore la France. Qu'elle a fourni depuis ses 20 ans d'officiers laborieux, cette bourgeoisie, d'agents diplomatiques habiles et tenaces, de professeurs excellents, d'artistes intègres. J'entends dire parfois quelle vitalité dans ce pays, il continue d'aller là où un autre mourrait. Eh bien, s'il va en effet depuis 20 ans, c'est d'abord par la bonne volonté de cette jeune bourgeoisie qui a tout accepté pour servir le pays. Elle a vu d'ignobles maîtres d'un jour proscrire au nom de la liberté ses plus chères croyances, des politiciens abominables jouer du suffrage universel comme d'un instrument de règne et installer leur médiocrité menteuse dans les plus hautes places. Elle l'a subi, ce suffrage universel, la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies, car la force du nombre est la plus brutale des forces, n'ayant même pas pour elle l'audace et le talent. La jeune bourgeoisie s'est résignée à tout. Elle a tout accepté pour avoir le droit de faire la besogne nécessaire. Si nos soldats vont et viennent, si les puissances étrangères nous gardent leur respect, si notre enseignement supérieur se développe, si nos arts et notre littérature continuent d'affirmer le génie national, c'est à elle que nous le devons. Elle n'a pas de victoire à son actif, cette génération des jeunes gens de la guerre, cela est vrai. Elle n'a pas su rétablir la forme traditionnelle du gouvernement, ni résoudre les problèmes redoutables que l'erreur démocratique nous impose. Pourtant, jeune homme de 1889, ne la méprise pas. Sache rendre justice à tes aînés. Par eux, la France a vécu. Comment vivra-t-elle par toi ? C'est la question qui tourmente à l'heure actuelle ceux de ces aînés qui ont gardé, malgré tout, la foi dans le relèvement du pays. Tu n'as plus, toi, pour te soutenir, la vision des cavaliers prussiens galopant victorieux entre les peupliers de la terre natale. Et de l'horrible guerre civile, tu ne connais guère que la ruine pittoresque de la Cour des comptes, où les arbres poussent leur végétation luxuriante parmi les pierres roussies qui prennent de poétiques allures de palais anciens en attendant que cette trace aussi disparaisse. Nous autres, nous n'avons jamais pu considérer que la paix de 71 eût tout réglé pour toujours. Que je voudrais savoir si tu penses comme nous. Que je voudrais être sûr que tu n'es pas prêt à renoncer à ce qui fut le rêve secret, l'espérance consolatrice de chacun de nous, même de ceux qui n'en ont jamais parlé. Mais non, j'en suis sûr, et que tu te sens triste quand tu passes devant l'arc où les autres ont passé, même si c'est avec un ami et pour les beaux soirs d'été. Tu quitterais tout gaiement pour aller là-bas, si demain il le fallait, j'en suis sûr encore. Mais ce n'est pas assez de savoir mourir. Es-tu décidé à savoir vivre ? Lorsque tu le vois, cet arc de triomphe, et que tu te souviens de l'épopée de la Grande Armée, regrettes-tu de n'avoir pas dans tes cheveux le souffle héroïque des conscrits d'alors ? Quand tu te souviens de la Restauration et des luttes du romantisme, éprouves-tu la nostalgie de n'avoir pas, comme ceux d'Hernani, un grand drapeau littéraire à défendre ? Sens-tu, quand tu rencontres un des maîtres d'aujourd'hui, un Dumas, un Taine, un Lecomte de Lille, une émotion à penser que tu as là devant toi un des dépositaires du génie de ta race ? Quand tu lis des livres comme ceux que nous devons écrire lorsqu'il nous faut peindre les coupables passions et leurs martyrs, souhaites-tu d'aimer mieux que n'ont aimé les auteurs de ces livres ? As-tu de l'idéal enfin, plus d'idéal que nous, de la foi, plus de foi que nous, de l'espérance, plus d'espérance que nous ? Si c'est oui, donne-moi la main et laisse-moi te dire merci. Si c'est non,
Il y a deux types de gens que je vois devant moi à l'heure présente et qui sont devant toi aussi comme deux formes de tentation également redoutables et funestes. L'un est cynique et volontiers jovial. Il a dès 20 ans fait le décompte de la vie et sa religion tient dans un seul mot, jouir, qui se traduit par cet autre, réussir. Qu'il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l'art, du sport ou de l'industrie, qu'il soit officier, diplomate ou avocat, il n'a que lui-même pour Dieu, pour principe et pour fin. Il a emprunté à la philosophie naturelle de ce temps la grande loi de la concurrence vitale, et il l'applique à l'œuvre de sa fortune avec une ardeur de positivisme qui fait de lui un barbare civilisé, la plus dangereuse des espèces. Alphonse Daudet, qui a su merveilleusement le voir et le définir, ce jeune homme moderne, l'a baptisé « Struggle for Lifer », et lui-même ce personnage s'appelle volontiers « Fin de siècle ». Il n'estime que le succès, et dans le succès que l'argent. Il est convaincu en lisant ce que j'écris ici, car il me lit comme il lit toute chose, ne fût-ce que pour être dans le train, que je moque du public en traçant ce portrait et que moi-même je lui ressemble. Il est si profondément nihiliste à sa manière que l'idéal lui paraît une comédie chez tout autre, comme il en serait, comme il en est une chez lui, quand il juge à propos par exemple de se grimer en socialiste, de mentir au peuple pour avoir ses votes. Ce jeune homme-là, c'est un monstre, n'est-ce pas ? Car c'est être un monstre que d'avoir 25 ans et pour âme une machine à calcul au service d'une machine à plaisir. Je le redoute moins cependant pour toi que cet autre, qui a, lui, toutes les aristocraties des nerfs, toutes celles de l'esprit, et qui est un épicurien intellectuel et raffiné, comme le premier était un épicurien brutal et scientifique. Ce nihiliste délicat, comme il est effrayant à rencontrer, et comme il est abonde. À 25 ans, il a fait le tour de toutes les idées. Son esprit critique, précocement éveillé, a compris les résultats derniers des plus subtiles philosophies de cet âge. Ne lui parlez pas d'impiété, de matérialisme, il sait que le mot matière n'a pas de sens précis, et il est d'autre part trop intelligent pour ne pas admettre que toutes les religions ont pu être légitimes à leur heure. Seulement, il n'a jamais cru. Il ne croira jamais à aucune, pas plus qu'il ne croira jamais à quoi que ce soit sinon au jeu amusé de son esprit qu'il a transformé en un outil de perversité élégante. Le bien et le mal, la beauté et la laideur, le vice et la vertu lui paraissent des objets de simple curiosité. L'âme humaine tout entière est pour lui un mécanisme savant et dont le démontage l'intéresse comme un objet d'expérience. Pour lui, rien n'est vrai, rien n'est faux, rien n'est moral, rien n'est immoral. C'est un égoïste subtil et raffiné dont toute l'ambition, comme l'a dit un remarquable analyste, Maurice Barrès, dans son beau roman de l'homme libre, ce chef-d'œuvre d'ironie auquel il manque seulement une conclusion, consiste à adorer son moi, à le parer de sensations nouvelles. La vie religieuse de l'humanité ne lui est qu'un prétexte à ces sensations-là, comme la vie intellectuelle, comme la vie sentimentale. Sa corruption est autrement profonde que celle du jouisseur barbare, elle est autrement compliquée, et le beau nom d'intellectualisme dont il la part en dissimule la férocité froide, la sécheresse affreuse. Nous le connaissons trop bien, ce jeune homme-là. Nous avons tous failli l'être. Nous, que les paradoxes d'un maître trop éloquent ont trop charmé. Nous l'avons tous été un jour, une heure. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour te montrer, enfant de 20 ans chez qui l'âme est en train de se faire, c'est pour me montrer à moi-même ce que cet égoïsme-là peut cacher de scélératesse au fond de lui. Ne sois ni l'un ni l'autre de ces deux jeunes hommes, jeunes Français d'aujourd'hui. Ne sois ni le positiviste brutal qui abuse du monde sensuel, ni le sophiste dédaigneux et précocement gâté qui abuse du monde intellectuel et sentimental. Que ni l'orgueil de la vie, ni celui de l'intelligence ne fassent de toi un cynique et un jongleur d'idées. Dans ces temps de conscience troublée et de doctrines contradictoires, attache-toi comme à la branche de salut à la phrase sacrée « Il faut juger l'arbre par ses fruits ». Il y a une réalité dont tu ne peux pas douter, car tu la possèdes, tu la sens, tu la vis à chaque minute.
c'est ton âme. Malgré les idées qui t'assaillent, il en est qui rendent cette âme moins capable d'aimer, moins capable de vouloir. Tiens pour assurer que ces idées sont fausses par un point, si subtil te semble-t-elle, soutenu par les plus beaux noms, paré de la magie des plus beaux talents. Exalte et cultive en toi ces deux grandes vertus, ces deux énergies en dehors desquelles il n'y a que flétrissure présente et qu'agonie finale, l'amour et la volonté. La science d'aujourd'hui, la sincère, la modeste, reconnaît qu'au terme de son analyse s'étend le domaine de l'inconnaissable. Le vieux Littré, qui fut presque un saint, a magnifiquement parlé de cet océan de mystère qui bat notre rivage, que nous voyons devant nous, réel, et pour lequel nous n'avons ni barque ni voile. À ceux qui te diront que derrière cet océan de mystère il y a le vide, l'abîme du noir et de la mort, aie le courage de répondre « Vous ne le savez pas ». Et puisque tu sais, puisque tu éprouves qu'une âme est en toi, travaille à ce que cette âme ne meure pas en toi avant toi-même. La France a besoin que nous pensions tous cela, et puisse ce livre t'aider à le penser. N'y cherche pas ce que tu n'y trouverais point, des allusions à de récents événements. Le plan en était tracé et une partie en était écrite quand deux tragédies, l'une française et l'autre européenne, sont venues attester qu'un même trouble d'idées et de sentiments remue, à l'heure présente, de haut et d'humble destinée. Fais-moi l'honneur de croire que je n'ai pas spéculé sur des drames qui ont fait souffrir, qui font souffrir trop de personnes. Les moralistes, dont c'est le métier de chercher les causes, rencontrent parfois des analogies de situations qui leur attestent qu'ils ont vu juste. Ils aimeraient mieux alors s'être trompés, que je voudrais, moi, pour me citer en exemple, qu'il n'y eût jamais eu dans la vie réelle de personnages semblables, de près ou de loin, au malheureux disciple qui donne son nom à ce roman. Mais s'il n'y en avait pas eu, s'il n'y en avait pas encore, je ne t'aurais pas dit ce que je viens de te dire, jeune homme, de mon pays, à qui je voudrais avoir été une fois bienfaisant, par qui je souhaite si passionnément d'être aimé et de le mériter. Paul Bourgeois, Paris, 5 juin 1889. Chapitre 1. Un philosophe moderne. Une légende qui n'a pas été démentie veut que les bourgeois de la ville de Königsberg aient deviné qu'un événement prodigieux bouleverserait l'Europe civilisée, à voir simplement le philosophe Emmanuel Kant modifier la direction de sa promenade quotidienne. Le célèbre auteur de la Critique de la raison pure avait appris le jour même que la Révolution française venait d'éclater. Quoique Paris soit peu propice à d'aussi naïfs étonnements, plusieurs habitants de la rue Guy de la Brosse éprouvèrent par un après-midi de janvier 1887 une stupeur presque pareille à constater la sortie vers 1 heure d'un philosophe moins illustre que le vieux Kant, mais aussi régulier, aussi maniaque dans ses faits et gestes, sans compter qu'il est plus destructif encore dans son analyse, M. Adrien Sixt, celui que les Anglais appellent volontiers le Spencer français. Il convient d'ajouter tout de suite que cette rue Guy de la Brosse, qui va de la rue de Jussieu à la rue de Linné, fait partie d'une véritable petite province bornée par les jardins des plantes, l'hôpital de la Pitié, l'entrepôt des vins et les premières rampes de la montagne Sainte-Geneviève. C'est dire qu'elle permet ces familières inquisitions du coup d'œil, impossibles dans les grands quartiers de la ville où le va-et-vient de l'existence renouvelle sans cesse le flot des voitures et des passants. Ici ne demeurent que de petits rentiers, de modestes professeurs, des employés au muséum, des étudiants désireux d'étudier, de tout jeunes gens de lettres qui redoutent autour de leur solitude les tentations du pays latin. Les boutiques sont achalandées par leur clientèle, fixe comme celle d'un faubourg. Le boulanger, le boucher, l'épicier, la blanchisseuse, le pharmacien, tous ces noms sont prononcés au singulier par les domestiques qui vont aux emplettes.
Il n'y a guère place pour une concurrence dans ce carré de maisons que dessert la ligne des omnibus de la glacière et qu'orne une fontaine capricieusement chargée d'images d'animaux en l'honneur du jardin des plantes. Les visiteurs de ce jardin s'y rendent rarement par la porte qui fait face à l'hôpital. Aussi, même dans les belles journées de printemps et quand la foule abonde sous les arbres reverdis de ce parc, asile favori des militaires et des nourrices, la rue Linné demeure calme comme d'habitude, à plus forte raison les rues avoisinantes. S'il se produit dans ce coin isolé de Paris une affluence inusitée, c'est que les portes de l'hospice de la Pitié s'ouvrent aux visiteurs des malades, et alors se prolonge sur les trottoirs un défilé de figures humbles et tristes. Ces pèlerins de misère arrivent munis de friandises destinées aux parents qui souffrent derrière les vieux murs grisâtres de l'hôpital, et les habitants des rez-de-chaussée, des loges et des magasins ne s'y trompent guère. Ils prennent à peine garde à ces promeneurs de hasard, et toute leur attention se réserve pour les passants qui apparaissent tous les jours sur les trottoirs et à la même minute. Il y a ainsi pour les boutiquiers et les concierges, comme pour le chasseur dans la campagne, des signes précis de l'heure et du temps qu'il fera dans les allées et venues des promeneurs de ce quartier, où résonnent parfois les appels sauvages poussés par quelques bêtes de la ménagerie voisine. Un hara qui crie, un éléphant qui barille, un aigle qui trompette, un tigre qui miaule. En voyant trottiner sa vieille serviette en cuir verdi sous le bras, le professeur libre qui grignote un croissant d'1 sou acheté en hâte, ces espions du trottoir savent que 8 heures vont sonner. Quand le garçon du pâtissier-restaurateur sort avec ses plats couverts, ils savent qu'il est 11 heures et que le chef de bataillon retraité qui loge tout seul au 5e étage de telle maison va déjeuner. Et ainsi de suite pour chaque instant de la journée. Un changement de la toilette des femmes qui promènent ici leurs élégances plus ou moins coquettes est noté, critiqué, interprété par 20 bouches bavardes et peu indulgentes. Enfin, pour employer une formule très pittoresque du centre de la France, les moindres faits et gestes des habitués de ces 4 ou 5 rues sont dans les langues, et les faits et gestes de M. Adrien Sixte plus encore que ceux de beaucoup d'autres. On va comprendre pourquoi par une simple esquisse du personnage. D'ailleurs, les détails de la vie menée par cet homme fourniront aux curieux de nature humaine un document authentique sur une variété sociale assez rare, celle des philosophes de profession. Quelques échantillons nous ont été donnés de cette espèce par les anciens et plus récemment par Colerus à propos de Spinoza, par Darwin à propos de Stuart Mill, à propos d'eux-mêmes, mais Spinoza était un Hollandais du XVIIe siècle. Darwin et Mill grandirent dans l'opulente et active bourgeoisie anglaise, au lieu que M. Sixte vivait sa vie philosophique en plein Paris de la fin du XIXe siècle. J'ai connu dans ma jeunesse, et quand les études de cet ordre m'intéressaient, plusieurs individus aussi emprisonnés que lui dans l'atmosphère des spéculations abstraites. Je n'en ai pas rencontré qui m'ait mieux fait comprendre l'existence d'un Descartes dans son poêle au fond des Pays-Bas, ou celle du penseur de l'éthique, lequel n'avait, comme on sait, d'autre distraction à ses rêveries que de fumer parfois une pipe de tabac et de faire battre des araignées. Il y avait juste 14 ans que M. Sixte, au lendemain de la guerre, était venu s'établir dans une des maisons de la rue Guy de la Brosse, dont tous les indigènes le connaissent aujourd'hui. C'était à cette époque, déjà lointaine, un homme de 34 ans, chez lequel toute physionomie de jeunesse était comme détruite par une si complète absorption de l'esprit dans les idées que ce visage rasé n'avait plus ni âge ni profession. Des médecins, des prêtres, des policiers et des acteurs offrent au regard pour des raisons diverses de ces faces froides, glabres, à la fois tendues et expressives. Un front haut et fuyant, une bouche avancée et volontaire avec des lèvres minces, un teint bilieux, des yeux malades d'avoir trop lu et cachés sous des lunettes noires, un corps grêle avec de gros os uniformément vêtus d'une longue redingote en drap pelucheux l'hiver et drap mince l'été, des souliers noués de cordons, des cheveux trop longs prématurément presque tout blancs et très fins sous un de ces chapeaux dits gibus qui se plient par une mécanique et se déforment aussitôt.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.